la pin-up, d'où elle vient et surtout ce qu'elle signifie aujourd'hui, il faut comprendre déjà ce qu'est le vintage. Alors le vintage, c'est une mode assez récente, mais qui est très imbriquée historiquement. Philothée Guénard décrit en fait le vintage comme se souvenir d'une époque et surtout des plus belles choses de cette époque. Mais d'où vient le mot vintage? Eh bien ça vient du français vendange. Oui, parce qu'en fait c'était à la base utilisé pour décrire du bon vin. Bon là c'est du jus de fruits, hein, j'avais pas de vin sur moi, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui le vintage c'est pas que utilisé pour le vin. Et du coup en fait dans le dictionnaire cela se dit en fait maintenant d'un petit peu se souvenir de ce qu'il y a de plus beau et du meilleur de quelque chose. Donc en fait c'est un petit peu ce qu'on peut dire de la pin-up, c'est un petit peu représenter le plus beau et le meilleur d'une époque, de ce que pouvait être la femme à ce moment-là. La pin-up c'est la femme idéale. De belles formes, un grand sourire, toujours sexy mais jamais vulgaire. Le mot pin-up, oui j'aime bien expliquer d'où vient le mot. Ça vient en fait de l'expression jeune fille qu'on épingle. Oui alors c'est très bizarre hein, dit comme ça, mais en fait ça veut juste dire que les photos de ces jeunes filles étaient épinglées au mur des jeunes hommes et notamment des soldats. Donc pour comprendre réellement cette figure de la pin-up et son retour aujourd'hui, il faut comprendre comment elle est née, à quel moment et ce qu'elle a pu représenter au fur et à mesure des temps. Je ne vais pas faire cette vidéo toute seule, j'ai décidé donc que nous allons avoir un intervenant aujourd'hui qui s'appelle Quentin, qui est blogueur en fait, et son blog, je vous mettrai le lien bien sûr, mais c'est Cos Culture, c'est un blog dans lequel il parle de mode, d'histoire et de spectacle vivant. La pin-up grandit dans deux contextes d'après-guerre, des années 1920 aux années 1950. Donc, on peut dire que le phénomène pin-up est une réaction par rapport aux deux grandes guerres mondiales dont l'ampleur destructrice reste encore aujourd'hui inégalée. Et pour mieux comprendre le phénomène pin-up, on va essayer de comparer ces deux époques d'après-guerre. Dans la une, elle a fait 10 millions de morts, l'autre qui fait 55 millions de morts. Ces deux guerres ont un lourd bilan humain, tant civil que militaire. Ont causé un immense traumatisme, ont provoqué la chute d'empires colossaux ainsi que des génocides incomparables. Et les deux périodes d'après-guerre qui ont suivi ces deux guerres-là constituent toutes les deux un renouveau économique pour les USA. C'était déjà le cas dans les années 1920 où les États-Unis s'imposent pour la première fois comme une grande puissance économique face à l'Europe, et c'est encore plus le cas à la fin des années 40 avec le plan Marshall. La vie culturelle de ces deux périodes est surtout marquée par de nouveaux médiums, comme le cinéma. Hollywood, d'ailleurs, en sera le porte-parole. En plus de cette société de spectacle, les deux après-guerres sont marquées par des mouvements d'émancipation féminine, provoqués principalement par les femmes qui ont fait leurs preuves dans les usines d'armement. À travers les différents facteurs culturels comme le cinéma, la mode ou le jazz, on a une remise en question des tabous d'avant-guerre. On affirme beaucoup plus sa sexualité, ses luxes, ses joies de vivre, ses idées. Et ce relâchement-là, cette joie de vivre-là, c'est pour ça qu'on appelle les années 20 les années folles par exemple, cette joie de vivre-là semble être la réponse à une longue période d'austérité, de peur, de censure qu'ont connu les populations civiles pendant la guerre. On voit également l'ascension de la culture hollywoodienne qui devient de plus en plus une industrie prometteuse. La multiplication des films de tout genre permet de diversifier le public. Le cinéma prend une grande importance dans la vie culturelle et apparaît pour beaucoup de personnes comme une nouvelle forme du rêve américain. Car il s'agit d'icônes, en fait, tant masculines que féminines, dont le cinéma étend l'image à travers les pays grâce à la pellicule, ce qui nous donne une nouvelle image de la réussite sociale. Mais parallèlement, on a une autre réalité qui s'affiche, car à partir de 1929, on a une crise financière sans précédent qui part des États-Unis pour s'étendre sur toute l'Europe. Et
cette crise-là, elle fait partie des principaux facteurs qui entraîneront les pays d'Europe vers le fascisme, ce qui provoquera la fameuse guerre de 39-45. La pin-up évolue donc dans des contextes extrêmement lourds. Elle semble donc illustrer une joie de vivre qui n'est accessible que dans une période d'après-guerre, et non pas avant, à cause de la peur de mourir, de l'occupation, des tickets de rationnement, du dur travail aux usines, de la perte des matières premières, du bombardement, etc., etc. Et malgré tout, en temps de guerre comme en temps de paix, les éléments culturels communiquent et se transforment parfois. Du coup, en 1918, on voit des soldats américains rapporter chez eux des cartes postales de belles Françaises qu'ils ont rencontrées. Et en 1944, ce sont ces mêmes Américains qui rapportent en Europe des cartes postales et des affiches de pin-up. Pour Hollywood, déjà, la fin des années 50, elle commence pas super bien. Tout d'abord, c'est en 1955 qu'un grand acteur décède, James Dean, qui meurt à seulement 24 ans dans un accident qui pose encore aujourd'hui des questions. Et en 59, il y a deux acteurs qui meurent. D'abord George Reeves, qui a joué dans Les Petites Canailles, et Carl Switzer, qui peut être nommé Superman. Donc déjà, on va dire que l'aube des années 60 à Hollywood ne s'annonce pas bien. On a plusieurs morts suspectes de grands acteurs hollywoodiens, ce qui n'est pas très bon signe. Les années 60 aux États-Unis voient une grosse augmentation du crime, liée notamment à la surpopulation dans les quartiers et à la pauvreté d'une grande partie de la population, essentiellement des personnes de couleur. Puisqu'il faut savoir donc que ce sont des personnes qui sont venues aux États-Unis pour réaliser le rêve américain, mais les immigrés noirs sont moins bien traités que les immigrés blancs. Et c'est cette distinction qui va créer d'énormes tensions, logiques, et qui, du coup, va faire que le rêve américain va un petit peu prendre du plomb dans l'aile puisqu'il est décerné qu'à une seule partie de la population américaine. Pour relancer un petit peu l'espoir et l'American Way of Life, c'est le président démocrate John Kennedy qui est élu à la Maison Blanche en 1960. Ce président était quand même vachement axé sur les égalités entre les personnes, quelle que soit leur couleur de peau, et pour ça il voulait notamment être copain-copain avec les pays étrangers. Malheureusement, au bout de 3 ans, le 22 novembre 1963, John Kennedy est assassiné et c'est un meurtre qui reste encore aujourd'hui irrésolu. Peu après son décès, c'est la grande actrice hollywoodienne Marilyn Monroe qui décède. Et là encore, sa mort est un petit peu louche, on ne sait pas trop, suicide, meurtre, etc. C'est un petit peu une affaire compliquée. Du coup, 1963, c'est clairement un jour où le rêve américain et le glamour d'Hollywood ont perdu bien de leur splendeur. Ils ont vraiment pris un très gros coup. Et malheureusement, ils vont avoir beaucoup de mal à s'en remettre puisque les années suivantes ne vont pas aider, notamment avec la guerre du Vietnam qui va finir de complètement bousiller tout ça. La mort du glamour se symbolise en réalité par deux méthodes de rejet. La première, c'est la violence dans les quartiers et le rock'n'roll. La deuxième, ça va être plutôt la non-violence des hippies. Et pour Hollywood, les années 60, c'est une catastrophe. Il y a très peu de films américains qui ont eu du succès. C'est l'horreur. Et c'est d'ailleurs, du coup, à la fin des années 60, que Hollywood va prendre un tournant radical et on va voir la naissance de ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, qui est constitué plutôt des contestataires, justement, des débuts des années 60 et aussi de la contre-culture. Et c'est surtout la jeunesse qui va nous intéresser maintenant, puisque contrairement aux années 40 et 50, où la jeunesse soutenait énormément leurs aînés dans leur combat, les jeunes des années 60 et surtout 70 sont pas trop d'accord, hein. Eux, ils sont plutôt dans la contestation. Il est important de parler des acquis de la révolution sexuelle pour ensuite parler du retour du vintage. On va surtout aujourd'hui se baser sur l'exemple en France des années 70 qui est jugé dans nos mentalités comme la période la plus propice à la révolution sexuelle. Durant cette période, ce sont les jeunes femmes et les jeunes hommes issus du baby-boom qui se libèrent eux-mêmes. L'un des premiers éléments facteurs de cette révolution est le dévoilement progressif du corps, qui rentre petit à petit à la fois dans les mœurs et dans la vie culturelle. Et ce dévoilement, dans les années 60, il est symbolisé par le port de la mini-jupe. C'est un vêtement qui illustre la période où la jeunesse remet en cause la moralité des aînés.
comme le disent Arnaud Bureau et Alexandre Franc dans leur BD consacrée à mai 68, dans les années 60, le pays s'était modernisé, mais les codes moraux étaient ceux des années 40. De ce ras-le-bol naîtra rapidement la volonté de disposer de son propre corps, corps que l'on oppose obligatoirement à la société et à sa morale. Cette libération progressive du corps passe d'abord par une libération de la conscience, où l'on a envie d'assumer sans être jugé. Cette volonté de disposer de son corps conçoit donc la sexualité également pour le plaisir et non pas uniquement pour la procréation. Ce qui amènera les mouvements féministes à militer pour obtenir finalement le droit à l'avortement et le droit à la contraception. La libération du corps, ça se fait également par la libération de l'esprit, et vice-versa. Ouais, je vous apprends pas grand-chose. Elle s'explique également par la baisse de la censure et par la production d'œuvres jugées immorales, comme les films érotiques. Bref, une révolution sexuelle, c'est très vaste à définir, ça ne se limite pas qu'à travers la période des années 70. Et plus tard, cette révolution sexuelle se confrontera à d'autres problèmes, comme le sida, mais bon, ça c'est une autre histoire. Au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pense, la femme elle avait vachement plus de droits qu'après, notamment à la Renaissance, période où les droits des femmes ont clairement reculé. C'est par exemple donc à partir de la Renaissance que les femmes sont exclues de la sphère politique pour devenir de simples, belles et douces épouses et de charmantes mamans qui sont sous la garde de leur mari comme si elles étaient des enfants. Et pour continuer dans la joyeuseté, c'est aussi la période de la chasse aux sorcières où beaucoup de femmes furent tuées sans raison, puisque la misogynie était extrêmement présente et extrêmement oppressante. À partir du XVIIe siècle, on est un petit peu moins cruel envers les femmes, hein, fallait se calmer à un moment. Et c'est à partir en fait de cette époque que la femme se retrouve cantonnée à deux rôles, la maman et l'épouse. Mais en même temps, c'est la nature féminine. Les femmes, elles sont pleines de douceur, de sentiments, d'émotions. Elles rêvent tout le temps au prince charmant, un petit peu comme des princesses Disney, un peu coconnes. Ouais. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera. Et tout ça, ça va pas aller en s'arrangeant tout de suite. Si on prend par exemple la série Mad Men, le personnage de Betty passe quasiment tout son temps à la maison, à s'occuper de ses enfants et de son petit foyer. Alors qu'il y a d'autres femmes qui travaillent. Bon, faut pas déconner, hein, les trois quarts, c'est des secrétaires qui doivent supporter les remarques machistes de leur patron. Mais c'est un travail. Voilà, c'est un travail, c'est déjà bien. Cette révolution sexuelle dont a parlé Quentin précédemment va donner donc droit à une sexualité non reproductrice. L'une des actions que l'on retient le plus dans ce sens, c'est évidemment la loi autorisant l'avortement, donc la loi Veil en 1975. C'est une loi qui a fait beaucoup de débats, hein, clairement, en France à l'époque. Grâce à cette loi que la femme peut enfin devenir maîtresse de sa fécondité, à travers le slogan « Un enfant si je veux, quand je veux », et aussi du coup elles se retrouvent maîtresses de leur propre corps. Et ça c'est bien. En prenant le contrôle sur leur corps et sur leur maternité, les femmes se libèrent progressivement. Et cela passe par notamment plusieurs lois, comme on l'a dit, on pense à la loi à l'avortement, mais il y a aussi la loi du droit de vote. Mais il y en a bien d'autres, hein, comme par exemple l'autorisation des femmes à posséder un compte en banque. Avant, elles n'avaient pas le droit. Même si aujourd'hui, il y a encore des inégalités de salaire ou des difficultés pour certaines femmes d'avoir certaines carrières, genre au hasard présidente, il y a quand même des progrès qui ont été faits et sur lesquels il ne faut pas revenir. Ce qui est acquis, même s'il reste encore à faire. Et aujourd'hui, avec notre œil du XXIe siècle, le retour à la féminité et au bon soin semble être la principale motivation de la mode vintage. Mais sincèrement, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment chez la mode pin-up par rapport aux autres modes?
Et pour tenter d'y répondre, nous allons comparer 3 images issues de 3 époques vestimentaires différentes. J'ai fait un choix. La première, c'est issu d'un magazine de mode datant de 1905. La deuxième, c'est un extrait d'un film hollywoodien des années 50. Et le troisième, c'est issu d'un blog People de 2013. Pour la première image du mannequin de 1905, on a une tenue issue d'une collection pour le mois de septembre avec un cahier des charges typique de la fin du 19e siècle. C'est-à-dire un immense chapeau avec des fleurs et des plumes, avec un chignon caché en dessous, une veste avec des manches ballons extrêmement bouffantes qui descendent jusqu'au poignet, une chemise avec un col très haut, un corset extrêmement rigide, une longue jupe très plissée qui recouvre l'entièreté des jambes, même les pieds, et une petite ombrelle pour se protéger du soleil. Le tout très sombre et donnant une silhouette très chargée par rapport aux 2 autres images. Car oui, la mode de cette époque s'adresse uniquement aux femmes de classe assez aisée. Ces femmes-là n'ayant pas le droit de travailler, cette mode exclut donc tout côté pratique. On a vraiment du mal à voir aujourd'hui des femmes s'habiller comme ça, à moins d'être catégorisées de déguisement ou de carnaval ou de soirée à thème. Mais ça, c'est une autre histoire. La deuxième image met en valeur l'icône des pin-up, Marilyn Monroe, présente dans le film 7 ans de réflexion. Par rapport à la première image, la tenue de Marilyn Monroe semble beaucoup plus simple et plus épurée. Il s'agit d'une robe blanche à pois noir, qui se termine en haut par un fronçage et 2 bretelles en diagonale. Cette robe-là donne une silhouette qui affine l'actrice grâce à son fronçage, notamment présent au niveau du bassin, qui insiste sur l'effet moulant et qui met en valeur les formes de l'actrice. La robe se termine en dessous des genoux et donc en fait on a comme partie nue que les bras, le dos et le bas des jambes. Sinon, tout le reste est caché, ça lui donne un effet pulpeux sans pour autant la dénuder. Mention spéciale pour les petits gants blancs qui lui rajoutent une certaine distinction. J'ai choisi cette scène-là car c'est la première fois dans le film où on voit Marilyn Monroe. Donc on la découvre, on découvre son personnage et avec les affaires qu'elle se trimballe, qu'elle vient de faire les courses et que cette tenue-là, pour elle, c'est une tenue de la vie de tous les jours. Avec Marilyn Monroe, le charme et la sophistication, ça s'opère de façon quotidienne, voire même désintéressée. Vous l'aurez remarqué, là, il s'agit de Nabila lors d'une soirée de lancement de magazine en août 2013. J'ai fait ce choix-là car il me semblait intéressant de comparer une mode dite de pin-up avec une mode dite de bimbo. Et là, donc, on a Nabila en tenue de soirée. Et bon, la star de télé-réalité est bien connue pour exhiber son corps. Là, elle ne fait pas exception à la règle. Elle porte une robe très courte, couleur chair saumon avec d'épaisses bandes de noir. La matière et les coutures horizontales insistent sur l'effet moulant. La robe s'arrête à ras des cuisses et le décolleté est proéminent afin de mettre en valeur les seins gonflés. Même l'article du site dont cette photo est issue écrit, je cite, « Cette pièce ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination épousant la moindre des courbes de Nabila. » Ce qui n'est pas anodin, c'est parce que si on compare Marilyn Monroe à Nabila, eh bien on est tenté de conclure que chez la pin-up, on suggère sans montrer, alors que chez la bimbo, on assume et on se fait voir. Donc pour résumer, entre une mode style 19e siècle, c'est-à-dire rigide, très codifiée, et une mode bimbo contemporaine que l'on juge encore aujourd'hui trop vulgaire, et ben la mode pin-up, elle paraît comme un parfait équilibre entre les deux. À travers cette mode voulant mêler sensualité, pudeur, charme et distinction, élégance et simplicité, la pin-up nous inspire comme étant un retour aux sources. Retour aux sources que l'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Comme le décrit parfaitement bien Dita Von Teese dans le reportage La Révolution Rétro, il existe des styles de vêtements vintage
pour tous les physiques. Il y a eu des pin-up de tout style, allant donc de la fille vraiment très mince, avec les cheveux un petit peu à la garçonne des années 20, aux formes beaucoup plus généreuses. Et il y a des pin-up qui sont tellement connues qu'elles sont devenues en fait des icônes de culture populaire. C'est presque comme si elles n'avaient jamais été réelles. Parce que même si vous ne vous intéressez pas du tout à la mode pin-up ou à la mode vintage, des noms comme Marilyn Monroe ou en dessin animé Betty Boop vous disent forcément quelque chose. Contrairement à ce qu'on a tendance à penser, la pin-up c'était pas juste uniquement la star sexy d'Hollywood. Si vous prenez par exemple Carole Landis qui a chanté la chanson Pin-Up Girl pour réconforter les soldats, elle représentait un petit peu plus la douce fiancée qui attend son homme parti au front. Et Betty Grable d'ailleurs reprendra un petit peu ce rôle. D'ailleurs, pendant la guerre, la pin-up elle prend plutôt ce rôle de la jolie jeune fille que vous pouvez croiser un petit peu n'importe où et qui donne en fait du baume au cœur à ces jeunes soldats qui en fait voient en ces jeunes filles une raison de se battre et une envie encore plus profonde de rentrer au pays pour les retrouver. Ce n'est qu'en 1945 que cette image donc, de la douce pin-up se transforme en un fantasme un peu plus inaccessible sous le radieux sourire de la belle Marilyn Monroe. Aujourd'hui, elle est devenue si célèbre qu'on dirait presque qu'un jour elle a été une vraie personne de chair et d'os. Elle est encore aujourd'hui un petit peu le symbole du glamour. On l'imagine parfaitement dans sa belle robe de soirée à paillettes, brillante de mille feux sous les projecteurs. Mais ça n'a quand même pas empêché Marilyn de troquer sa robe de soirée pour un temps pour aller soutenir les soldats sur le champ de bataille en Corée en tenue militaire. En France, quelques années plus tard, va apparaître un autre type de pin-up, tout aussi ravissante et glamour, mais avec un côté un petit peu plus rock, Brigitte Bardot, alias Bébé, qui contrairement aux sublimes coiffures permanentées de Marilyn, posera elle en cuir et cheveux détachés sur sa Harley. Alors, on a la douce fiancée, la star hollywoodienne ou la jolie motarde, mais ce ne sont pas les seuls rôles qu'ont pu incarner les pin-up. On peut penser par exemple à Betty Page, qui était une grande icône du magazine Playboy avec un look pin-up mais beaucoup plus fétichiste, ou encore Lily St-Cyr, considérée encore aujourd'hui comme la reine du striptease. La mode pin-up, ça va de pair avec la guerre, donc ce qui oblige les femmes à travailler dans les usines d'armement et donc à porter des tenues adéquates. Et c'est ça qui définit la mode pin-up, c'est sa polyvalence. On peut être pin-up en portant de tout. De la tenue d'ouvrière à la tenue de militaire, elle passe des usines d'armement au champ de bataille. Déjà en tant qu'illustration, mais aussi en tant que secrétaire, en tant qu'infirmière, en tant que chanteuse. Elle est le soutien moral des troupes. Et elle peut porter soit la robe, soit l'uniforme pour aller soutenir les Yankees dans leur lutte. De l'outil de propagande est donc née la femme tout-terrain. Ce caractère tout-terrain, la pin-up l'utilise du coup dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on est une jeune femme de cette époque-là et qu'on n'a pas forcément les moyens de s'offrir la célébrité et la garde-robe de Rita Hayworth, eh ben on se débrouille comme on peut. Et c'est ainsi que la pin-up travaille comme un homme et porte une tenue beaucoup plus confortable. C'est-à-dire un mini-short ou alors une salopette en jean et même une chemise à carreaux. En fait, la pin-up pique dans le vestiaire masculin pour parfaire son identité de femme débrouillarde. Et enfin, la pin-up se traduit par sa capacité de charmer tout en étant habillée. Elle épouse volontairement deux silhouettes très en vogue dans son époque. Que ce soit la robe moulante formant un 8 ou alors la fameuse silhouette New Look popularisée par Christian Dior dans les années 50. Bustier, manches et jupe évasée, tandis que l'une des silhouettes souligne les formes aguicheuses de la femme, l'autre les cache, laissant le reste du boulot au travail et au bas des jambes, et ainsi qu'au décolleté. Ces deux types de silhouettes semblent très bien distinguer la fille sage de la fille fatale. De plus en plus d'œuvres reprennent les codes du passé. Alors ça peut être soit qu'ils prennent des codes vestimentaires, esthétiques, tout en faisant en sorte que l'intrigue se passe aujourd'hui. Je pense par exemple au film Kingsman. Ou alors ça se passe directement au passé, comme par exemple le film The Artist ou le nouveau Gatsby le Magnifique. Donc dans ces œuvres, on va avoir un petit peu
comment caler la pin-up dedans. Donc la pin-up, elle est de retour dans les films, les séries et les jeux vidéo. Elle joue généralement deux rôles, et c'est très intéressant puisque c'est lié à ce que disait Quentin avant, par rapport aux deux types de femmes et aux deux garde-robes. Puisque nous avons d'un côté la femme fatale, et de l'autre la demoiselle en détresse, donc plutôt la jeune fille sage. Ce sont donc les deux types de femmes déjà qui étaient très représentées dans le genre policier, dans les films noirs, etc. de l'époque. Aujourd'hui, on a pas mal d'œuvres qui s'inspirent de ces codes. Je pense notamment au niveau des jeux vidéo, au jeu Elle est noire, sorti en 2011 mais qui se passe en 1947, dans lequel vous incarnez deux policiers donc de Los Angeles, et les femmes ont essentiellement des rôles secondaires en fait. Et il y a d'autres jeux comme ça, hein. Vous avez par exemple la série de jeux Mafia, ou Chicago 1930, où là encore, comme je le dis, les femmes sont plutôt secondaires avec des rôles soit de femmes fatales, soit de demoiselles en détresse. Au niveau des séries, je pense à des séries qui se passent pourtant à nos époques, donc aujourd'hui, mais qui ont des épisodes un peu hors série, dans lequel justement ça se passe dans les années 30 à 50. Donc je pense déjà à l'épisode 10 de la saison 10 de Bones, dans lequel donc ça se passe dans les années 50. Vous avez une histoire de gangster et tout ça, et vous avez donc le personnage féminin principal, donc Bones, qui joue un peu une femme fatale, alors que le personnage d'Angela, elle joue plutôt une petite secrétaire. Et sinon, je pense à l'épisode de Castle, qui donc c'est l'épisode 14 de la saison 4. Qui lui se passe aussi donc, dans le passé mais en deux temps, c'est-à-dire que vous avez d'un côté l'époque actuelle et des retours en arrière, où pareil, ce sont un peu des histoires de deux gangsters, où le personnage principal joue, enfin Beckett joue une femme fatale. Mais voilà, là encore on a des stéréotypes de femmes qui font vraiment écho à ce qui était présenté à l'époque, sans pour autant dire qu'ils ont raison. Mais il existe aussi quelques œuvres qui se passent donc dans le passé et qui montrent vraiment la femme comme étant inférieure aux hommes, comme c'était le cas à l'époque. Je pense notamment à la série Mad Men, qui a fait du coup assez scandale, notamment par les féministes, qui disaient que c'était scandaleux de montrer ça sans réfléchir sur le coup au fait que c'était vraiment le cas à l'époque, et donc c'était plus une dénonciation qu'autre chose. Et en plus, cette série, on a deux types de femmes surtout. Vous avez soit la femme au foyer, soit la jeune secrétaire qui supporte les remarques de son patron. Et c'est même pire, ça va encore plus loin, puisque ça se passe dans une agence publicitaire. Donc vous avez les réunions dans lesquelles ils réfléchissent un petit peu comment faire vendre le produit. Et alors quand il s'agit de faire vendre des produits féminins comme du maquillage ou de la lingerie, alors là ils ont des remarques et des propos d'un machisme, des fois ça en est presque très drôle, hein. J'avoue des fois je rigole un peu. Vous saviez qu'on a inventé le maquillage pour imiter la couleur du visage d'une femme à qui on a fait passer un bon moment? La prochaine fois que tu cites le rapport préliminaire, ne commence pas par « vous saviez ». Pour être franc, les gars, je sèche. Le problème, c'est que je parle pas le demeuré, moi. C'est vrai, vous parlez le demeuré, où? Et si on jetait ça aux dindes? Mais le but de ce genre de série, c'est pas de dire que, voilà, faudrait que ce soit de nouveau comme ça. C'est de dire, c'était comme ça avant. Ça permet de voir un petit peu les avancées qui ont été faites depuis, mais aussi de nous faire réfléchir sur les avancées qu'il reste encore à faire. Malgré tout, il existe des personnages de pin-up beaucoup plus fortes et beaucoup plus indépendantes que tout ça. Prenons par exemple le personnage de Poison Ivy, qui est un personnage qui, malgré son âge, n'a pas trop pris une ride, hein, ça va. Si on prend l'exemple dans la série Gotham, dans la saison 3, elle apparaît vêtue d'une robe moulante verte qui met extrêmement bien en valeur autant son corps que sa magnifique chevelure rousse. Et c'est un personnage quand même qui est un personnage de femme à caractère, qui est un personnage quand même intelligent. Il faut quand même rappeler que dans le comics, elle a fait de grandes études en biochimie et en botanique. Mais malgré tout, elle nous apparaît avec un charme, elle est très sexy, très séduisante, mais très belle, forte et indépendante. Et c'est pas le seul personnage de la série à être comme ceci. Prenons par exemple le personnage de Barbara Keane, qui elle n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le comics. Dans la série, au début, c'est la jeune femme douce, soumise à son fiancé, qui passe son temps à l'attendre,
sagement dans son grand appartement luxueux. Bon, alors là, on n'est pas trop dans la femme indépendante. Mais son évolution, en fait, est très intéressante puisqu'elle finit par devenir complètement cinglée. Hit me, okay, please. Ce qui ne l'empêche pas de devenir beaucoup plus indépendante, beaucoup plus forte et devenir la patronne d'un bar extrêmement prisé. Aujourd'hui, c'est ce genre de personnage de pin-up là qui intéresse, puisqu'il montre aux plus jeunes qu'on peut être une femme, on peut être belle, féminine, sexy et glamour, et ça n'empêche pas d'être une femme forte, indépendante et intelligente. L'un ne va pas sans l'autre, comme on semblait nous dire avant, où les femmes étaient, surtout les belles femmes, étaient souvent un petit peu stupides et passaient leur temps à arriver au prince charmant parce que oui, une femme évidemment n'est rien sans son mari. Non, aujourd'hui on essaie un petit peu de montrer qu'on peut être belle et glamour et pour autant privilégier sa carrière et même si on le souhaite rester célibataire. Et au passage, il faut préciser que ce genre de femmes belles, fortes et indépendantes ont un petit peu tendance à faire fantasmer les hommes. Bon, vous l'aurez remarqué, la mode pin-up et la mode du vintage ont une grande popularité aujourd'hui. C'est vrai qu'avec le présent qu'on a et le pessimisme qui est associé, c'est logique de voir des gens chercher l'inspiration dans notre passé. Puisqu'on n'a plus confiance en notre avenir ni en notre présent, on va chercher un peu plus loin, voir ce qui a déjà été fait et prendre ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de bien. Pour des auteurs comme Nathalie Azoulay, des séries comme Mad Men ont énormément participé à ce renouveau du vintage. Que ce soit dans les magazines, dans les récits universitaires, dans la mode, etc., le vintage est extrêmement présent aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est que ce vintage donne de nouvelles manières de consommer, que ce soit dans le design jusqu'aux vêtements, etc. Il y a de nouveaux créneaux de consommation qui se font. Puisque le modèle de consommation actuel ne nous satisfait plus, on va chercher ailleurs. Dans les friperies, dans les brocantes, à Emmaüs, sur eBay, même dans le grenier de nos grands-parents. On va s'investir en chercheur d'or, on va s'improviser en tant que chercheur d'or pour retrouver la perle rare, pour trouver quelque chose qui nous parle beaucoup plus qu'un produit conçu en masse. Mais parallèlement à ça, la mode vintage semble s'être institutionnalisée. Ce qui était à la base une mode un petit peu alternative, par des circuits justement de consommation alternative, est devenu un petit peu plus dans la mode, la mode classique. On le voit à travers des sites de vente, des photos, des réseaux sociaux, et même le design de nos objets du quotidien. Du coup, la question, c'est et la pin-up dans tout ça? Eh bien, elle semble de nouveau représenter la femme idéale. Déjà beaucoup plus accessible que les mannequins, les top modèles, etc. Et puis surtout, comme il y a plusieurs époques et donc plusieurs formes de silhouettes, chacun, que ce soit une femme décidant d'adapter ce style ou un homme recherchant un type de femme précis, chacun peut y trouver son compte. On le voit à travers la période des années 50 où les femmes avec les rondeurs sont beaucoup plus mises en valeur. On le voit à travers les flappers des années 1920 où ce sont plus des filles menues, un peu à la garçonne, qui sont le mieux représentées. Et on le voit d'ailleurs à travers le rockabilly, qui est un style vestimentaire inspiré à la fois du style rock'n'roll des années 50 et du style pin-up, ce qui sert à dire à la fois les fans de blousons en cuir, de tatouages et de burlesque. Quand on interroge en fait les femmes qui justement arborent cette esthétique, généralement ce sont des femmes qui ont envie d'avoir une vision de la beauté et de la féminité différente de ce qu'on nous propose aujourd'hui, en réinterprétant des codes vestimentaires du passé. Ça joue à la fois comme un contrepoids face à la mode actuelle qui est très mondialisée et très androgyne. Nathalie Azoulay décrit d'ailleurs « Quand on choisit de s'habiller vintage, on a tout de suite en plus la distinction sexuelle. On sait très bien ce qui est un vêtement masculin et ce qui est un vêtement féminin, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. » Le retour du vintage joue un peu comme une remise à plat des codes et des rôles tant masculins que féminins. Et ceci apporte à la fois un effet contradictoire aux partisans du vintage.
Paradoxe du genre, cultiver la nostalgie d'une époque révolue sans pour autant en ressusciter les mœurs et la morale de cette époque. D'où la question du genre, peut-on à la fois être pin-up et indépendante? Car si les années pin-up sont bien connues pour une chose, c'est justement pour le sexisme. C'était quand même une époque assez aliénante où la femme était quand même vachement rabaissée. Et c'est ce qui intrigue des auteurs comme Mona Chollet, notamment par rapport à la série Mad Men, qui se demande comment une série qui représente ces codes d'oppression et d'aliénation de la femme peut avoir autant de succès juste par son esthétique visuelle et vestimentaire. Justement, Mona Chollet nous dit « Apparemment, nous en sommes au point où le malheur de nos parents ou de nos grands-parents nous semble faire un bonheur tout à fait acceptable. » Parce que, à travers justement cette mode du vintage, pour la pin-up, c'est un petit peu comme s'il y avait l'ombre du patriarcat qui planait au-dessus. Donc en gros, pourquoi nous sommes-nous libérés si c'est pour revenir comme avant? Tant les partisans du rétro et de l'esthétique pin-up affirment être des personnes de leur époque, c'est-à-dire des personnes du 21e siècle. Des personnes qui vivent très bien avec leur temps, mais qui souhaitent l'améliorer avec l'esthétique du temps passé. En somme, le vintage, ça passe de la mode au mouvement. C'est-à-dire que c'est plus qu'une esthétique, c'est une façon de penser, c'est une façon de voir les choses, de voir les relations et de voir la consommation également. Ceci nous permet donc de contourner le temps présent, mais tout en vivant avec. Pin-up est donc l'emblème de cette mouvance à travers des icônes contemporaines, que ce soit Dita Von Teese, la Darred Star, Lady Cupcake, Misanthropy ou Lady Flo. Nous avons maints exemples de pin-up qui épousent ce 21e siècle avec ses libertés, ses contraintes et son mélange cosmopolite. En fait, on ne se contente pas de faire une référence à une époque, on essaie d'improviser et d'innover à partir d'elle. Surtout qu'avec Internet, la pin-up peut s'exporter et s'exposer absolument partout. Et c'est pas seulement montrer le beau d'hier, c'est montrer le beau d'hier et d'aujourd'hui en fait. Puisqu'elles vivent quand même à l'ère contemporaine, elles sont pas dans un univers... Donc du coup, c'est mélanger les codes d'avant et d'aujourd'hui, et c'est en ça qu'on a choisi la pin-up en fait, puisque en tant que femme, être une pin-up c'est quand même quelque chose d'assez particulier, de choisir un code vestimentaire représentant l'oppression masculine, tout en affirmant parfaitement les avancées féminines, et même être féministe. Et aujourd'hui, que ce soit leur façon de faire ou leur façon de se montrer, de Crazy Horse à Instagram en passant par la rue, chaque femme peut proposer sa propre définition de l'esthétique vintage. Et on pourrait facilement déduire que, comme les années 20, 30, 40 et 50, est-ce que les années 2010 ne proposeraient-elles pas leur propre version de la pin-up? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc c'était une collaboration, je le rappelle, donc avec Quentin du blog Cosculture, dont je mettrai le lien en description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est vraiment très très chouette. Surtout que la mode, c'est quelque chose qui n'est pas assez abordé d'un point de vue historique et culturel. En attendant, je vous dis comme d'habitude, les pouces bleus, commentages, likages et partages de tout et ce que vous voulez. Du coup, on va vous faire des bisous, on vous dit à très bientôt et n'hésitez pas donc à rejoindre son blog et à découvrir de nouvelles choses. Ciao! Bye!